Alors, dans le cadre de la formation C2I2E, je vais vous parler aujourd'hui des ressources numériques, notamment, outils à la disposition du formateur. Donc, on va se poser la question de l'utilisation de ces ressources et du cadre dans lequel on peut s'en servir. Donc, pour commencer, on peut peut-être déjà dire que la ressource, c'est la base du travail de formateur ou d'enseignant parce que quand on a des objectifs de formation ou des programmes d'enseignement, tout simplement. C'est très théorique. On a des objectifs, des attendus de fin de formation ou de fin de programme, mais on ne nous donne pas nécessairement les ressources pour arriver à ces objectifs, en tout cas. Donc, le travail du formateur, son expertise, elle sert à ça, c'est justement être capable de monter un cours, cette fois non plus théorique, mais concret, pratique, qui permettra aux apprenants ou aux jeunes, aux élèves, de, d'acquérir des connaissances et de mettre en pratique des compétences. Donc ce travail-là, c'est vraiment la pierre angulaire, à mon sens, du travail de formateur. C'est quelles ressources je vais utiliser, comment je vais les utiliser pour permettre aux apprenants d'acquérir tout ce qu'ils doivent acquérir. Et si en plus on peut le faire de la manière la plus plaisante possible ou peut-être même ludique ou des choses comme ça, c'est encore mieux. Mais ça, c'est peut-être une autre étape et fera l'objet peut-être d'une autre discussion. En tout cas, je vais prendre mon exemple personnel, hein. Quand j'ai un objectif de formation ou un programme d'enseignement, mon premier réflexe, c'est je vais regarder sur Internet. J'ai pas la science infuse, donc j'aime m'inspirer de ce que les autres font pour avoir une base de travail. Donc, je tape mon objet d'étude sur Google et je vois ce qui est fait. Donc, maintenant, avec Internet, contrairement à il y a plusieurs années, tout est disponible en ligne. Donc, clairement, si je tape un nom de séquence, il y a des séquences qui sont toutes faites. Il y a des collègues qui partagent, qui publient, et on peut s'en inspirer, peut-être même que certains peuvent les prendre intégralement, les séquences, hein. Mais donc il y a des séquences toutes faites, il y a des documents, des ressources, des vidéos, des sons, des podcasts, des jeux en ligne, il y a tout. Donc le vrai premier travail du formateur, à mon sens, c'est de sélectionner, de trier. Qu'est-ce que je veux utiliser, comment je vais varier, comment je vais arriver à mon objectif de fin de formation, de fin de séquence. Comment je vais faire? Donc le tri, c'est la première des choses à faire. Le tri est en passant par une réflexion importante qui permettra de faire les choix les plus efficaces selon la personnalité et les méthodes de travail du formateur aussi. Donc, ben, pour être plus concret, je vais prendre un exemple tout simple que j'ai eu l'occasion de faire en classe, avec une classe de première bac pro en lettres, dans le cadre de l'objet d'étude les avancées techniques et scientifiques. J'ai monté une séquence qui a pour base l'utilisation, le visionnage d'un film, Bienvenue à Gattaca. Donc, moi j'ai le DVD chez moi que j'ai acquis de manière personnelle. Donc, je le diffuse à mes élèves, il y a un questionnaire dessus, et comme ils doivent y revenir, et que ça nous fait toute la séquence, je le diffuse, je le mets en partage sur mon blog, pour que les élèves puissent travailler chez eux et revenir dessus, tout simplement. Suite à ça, pour confronter différents documents, je leur diffuse aussi de nombreuses œuvres d'art que je trouve en ligne. Donc, je ne vais pas chercher très loin, hein. Je tape œuvres d'art, avancées techniques, etc. Je vais sur Google, Google Images. Je sélectionne mes pièces, mes ressources que j'associe au sein d'un document Word ou d'un PowerPoint, peu importe, et je diffuse ensuite à mes élèves en indiquant les auteurs, les dates, etc. Euh, ça, c'est, Ça me permet donc de bien confronter, d'avoir des choses variées qui permettent, à mon sens, d'arriver aux objectifs. Ensuite, je leur mets, pour terminer, un podcast, donc une émission de radio que j'ai trouvée en ligne, dans lequel des intervenants échangent autour des avancées techniques scientifiques, notamment tout ce qui est génétique, etc. Puisque la vraie problématique de la séquence, c'est en gros, est-ce que les avancées techniques doivent nous faire peur
Au contraire, est-ce qu'on doit les embrasser et être satisfait des évolutions au cours du temps? Donc, en termes pédagogiques, déjà, moi, c'est quand même ce qui m'intéresse de manière prioritaire. Ma séquence est bien dans le sens où les objectifs sont atteints. Euh, je varie les supports, ce qui permet de maintenir la concentration et l'intérêt de mes élèves. Il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, si on regarde l'utilisation de mes ressources, tout ce qui concerne la propriété intellectuelle, les droits d'auteur, etc., je pense qu'on peut dire que j'ai à peu près tout faux. Mais vraiment tout faux. Dans le cadre de cette enquête, je me suis intéressé en ligne à l'utilisation des éventuelles ressources parce que très naïvement, franchement, je pensais que le DVD, dans la mesure de Bienvenue à Gattaca, dans la mesure où je l'avais acheté par mes propres moyens, je pouvais le diffuser sans problème. Or, j'ai utilisé, et je le mettrai dans mon article sur le blog, je mettrai tous les liens dont je parle là. Sur le site de l'atelier Canopé de Lyon, je crois que j'ai trouvé, donc sur le site cndp ou crdp.fr, il y a tout un manuel, tout un guide en PDF qui permet de voir les bonnes pratiques en ce qui concerne l'utilisation des vidéos en classe. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'ai tout faux parce que il est établi, hein, c'est une loi, un règlement en tout cas, que l'utilisation d'un film acheté par l'enseignant ne peut pas faire l'objet d'une diffusion intégrale en classe, puisque la classe est considérée comme l'espace public. J'ai le droit uniquement de diffuser des extraits qui ne peuvent pas aller au-delà de 6 minutes. Donc là déjà, la base de ma séquence est faussée, c'est plus possible. Il est en plus tout à fait interdit, strictement interdit, de mettre le film en partage, même via des codes et des mots de passe pour mes jeunes sur le blog, pour qu'ils puissent y revenir. Là aussi, il faut que je l'enlève, c'est complètement interdit, donc je vais le faire. Pour mes œuvres d'art, c'est à peu près la même chose. J'ai eu quand même le bon réflexe de citer auteur, date, etc. Mais une œuvre d'art, elle est la propriété intellectuelle de l'artiste, donc normalement, il faut son accord et sa rediffusion. Et, enfin, les sites où je l'ai trouvé doivent aussi pouvoir, eux, donner leur accord, etc. Il faut partir du principe, je pense que c'est un petit peu le résultat de l'enquête. L'idée forte de cette enquête, c'est qu'il faut absolument partir du principe que toute ressource numérique est la propriété de quelqu'un. Il y a très peu de... Enfin, il y en a des œuvres libres de droit, des œuvres libres de droit, bien sûr, mais il faut partir du principe que chaque chose qu'on trouve sur Internet est la propriété de quelqu'un, donc forcément, il faut faire ce qu'il faut. Donc là, par rapport à ma séquence, j'ai deux choix possibles. C'est soit j'essaye de faire j'adapte par rapport, par exemple, je mets des extraits je fais 6 minutes d'extrait et puis je choisis, là, c'est un peu intéressant aussi en termes pédagogiques, je choisis les extraits les plus pertinents pour arriver à 6 minutes et puis je cite bien les sources pour mes œuvres d'art, celles qui ne sont pas diffusables, je ne les mets pas, etc. Ou je les fais simplement peut-être consulter par mes jeunes en ligne sans les imprimer ou les utiliser, je les fais consulter. Là, je serai à peu près dans les clous. Ou je veux quand même avoir des ressources plus solide. Et là, la deuxième solution, je crois que c'est ce qu'il faut déduire, on utilise une attitude, une étiquette qu'on pourrait dire, où je serai dans les clous. Donc là, l'utilisation de ce qu'on appelle les Creative Commons, elle est absolument idéale à mon sens pour un formateur, puisque elle permet de savoir où on va. Parce que ces Creative Commons, les ressources qui sont publiées sous ce titre-là, c'est explicite. On voit tout de suite, il y a différentes contraintes, je dirais, puisque une œuvre, elle est associée à son auteur, bien sûr, mais c'est l'auteur qui dit explicitement, grâce à ce titre-là, ce qu'on peut faire. Donc peut-être que celui qui l'a publié a toujours la propriété intellectuelle, mais il va dire réutilisable à condition de citer l'auteur, première chose, ce qui peut être normal, réutilisable à condition qu'il n'y ait pas d'exploitation commerciale, réutilisable à condition de ne pas modifier du tout la ressource en elle-même,
ou réutilisable en modifiant à condition d'autoriser, quand on republie nous aussi, de permettre à ceux qui veulent la réutiliser en modifiant de pouvoir le faire. Voilà, celle-là est un petit peu plus compliquée, ça s'appelle share alike, mais voilà, si nous on l'a modifié et repartagé, il faut que les personnes, que nous du coup on fasse la même chose, qu'on autorise les gens à remodifier, s'ils le souhaitent. Donc ça c'est une première partie. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est œuvres ou ressources libres de droit. Il y a finalement, quand on recherche, il y a des tas de choses en ligne qui permettent de trouver des œuvres libres de droit. Vous allez sur le site Flickr pour les ressources en termes d'images et vous pouvez filtrer, c'est-à-dire vous choisissez que des œuvres du domaine public. Vous pouvez le faire. Donc là, on est assez libre. Au moins, on est dans les clous. Pareil, vous pouvez aller sur YouTube, trouver des vidéos, faire des filtres où vous avez que des vidéos qui sont sous Creative Commons avec évidemment les contraintes dont j'ai parlé il y a 2 minutes, il faut y être attentif. Mais là aussi, c'est réutilisable. Donc, pour ma séquence, j'ai décidé d'alterner en fait. Je vais quand même conserver mon bienvenu à Gataka auquel je tiens, en choisissant uniquement des extraits pertinents pour arriver à 6 minutes. Je ne vais pas utiliser ces extraits, en tout cas les partager sur mon blog pour qu'ils ne soient pas réutilisés. Je suis dans les clous. Mes œuvres d'art, j'ai choisi uniquement des œuvres qui sont, et on a la chance, quand elles sont souvent très anciennes, qu'elles fassent partie maintenant du domaine public. Donc j'utilise celles qui appartiennent au domaine public, ce que je vérifie sur le site Flickr grâce à un tri efficace. Pour ce qui est celles qui n'appartiendraient, qui ne seraient pas encore dans le domaine public, je fais simplement faire des recherches à mes jeunes pour qu'ils puissent simplement les consulter en ligne. Là, il n'y a pas de problème non plus. Et pour les vidéos, au lieu du podcast qui lui aussi est soumis à différents types de règles, je vais sur YouTube, je fais un filtre avec simplement les vidéos qui sont sous Creative Commons. Et là, je montre des vidéos à mes jeunes dont les auteurs ont autorisé leur diffusion à condition qu'on les cite, ce que je fais également dans ma séquence. Donc voilà, si on pouvait résumer, on pourrait dire encore une fois que les ressources, c'est la base essentielle du travail de formateur, qu'on est obligé vraiment aujourd'hui d'avoir à l'esprit cette éthique, savoir utiliser les ressources légalement, sans enfreindre la propriété intellectuelle de qui que ce soit. Ça permet deux choses, hein. La première, c'est de mettre le formateur dans les clous, parce qu'il faut respecter la loi dans tous les cas. Et la deuxième chose, c'est aussi, une fois maîtrisé, de pouvoir faire acquérir cette conscience-là aux jeunes, parce que les jeunes, peut-être encore plus, ou autant que nous, ont cette tendance à croire que dès l'instant où c'est sur Internet, tout est libre, tout est accessible, tout est prenable. Donc, si nous, on peut avoir cette maîtrise parfaite, ou en tout cas qui essaye de l'être, de la chose, ça nous permettra de faire éveiller ça dans l'esprit de nos apprenants, donc de permettre, encore une fois, aux futurs citoyens d'acquérir une identité numérique, une conscience numérique plus raisonnée. Donc, pour cet exercice, je trouve qu'il a été vraiment ultra intéressant parce que je me suis rendu compte à titre personnel que la plupart des choses que je faisais finalement n'étaient pas légales et ça m'a permis d'adopter une meilleure attitude à l'égard de mon travail de formateur. Voilà.